Quand un pays prend la décision radicale de rompre avec son allié historique pour miser son avenir sur une puissance montante, que peut-il réellement espérer gagner ou risquer de tout perdre? Ce choix qui bouleverse l'ordre établi marque rarement une simple alternance d'amis. C'est en réalité un saut dans l'inconnu, une épreuve de vérité où chaque pas peut engager le destin de millions de citoyens et redéfinir les frontières de la souveraineté nationale. Au Burkina Faso, cette question n'est pas théorique. En moins d'une année, le pays a été secoué par une cascade d'événements d'une intensité inouïe. Tentatives de coup d'État à répétition, flambée des violences dans les campagnes, soupçons grandissants d'ingérences étrangères savamment orchestrées. Ce climat d'urgence, déjà explosif, a servi de toile de fond à une refonte brutale de la politique extérieure du pays. Le Burkina Faso, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, n'a pas hésité. Il a claqué la porte à la tutelle occidentale pour s'adosser à Moscou, le grand rival de l'Occident. Pourquoi un tel choix? Car la Russie, forte de son expérience en Syrie, en Libye ou en Centrafrique, propose plus qu'un simple appui militaire. Elle offre des formations intensives pour l'armée, un arsenal flambant neuf et surtout la promesse d'une autonomie retrouvée. Mais à quel prix? Derrière cette aide, c'est aussi une plongée dans l'incertitude, avec des conséquences immédiates et potentiellement déstabilisatrices. L'histoire regorge d'exemples où de tels paris ont tout bouleversé. Pour la population, l'enjeu est total. Il s'agit de la sécurité au quotidien, de la confiance dans l'État, de la dignité nationale. Le Burkina Faso, en quête d'une souveraineté réelle, veut briser des chaînes de dépendance vieilles de plusieurs décennies. Mais si ce pari échoue, la spirale de la violence pourrait s'aggraver, la légitimité du pouvoir s'effriter, et la région entière être fragilisée, comme ce fut le cas lors de l'effondrement de la Libye après la chute de Mouammar Kadhafi. Ce basculement n'est donc pas un simple changement d'allié, c'est une épreuve de vérité pour l'État burkinabé. La question qui brûle toutes les lèvres, parviendra-t-il à transformer le soutien étranger en véritable autonomie, ou bien tombera-t-il dans une dépendance renouvelée, sous une autre bannière? Pour mesurer l'ampleur de ce pari, il faut d'abord comprendre les racines de la dépendance burkinabé et pourquoi ce choc stratégique bouleverse tout l'édifice du pouvoir. Revenons sur la genèse de cette dépendance sécuritaire. Comment l'histoire coloniale, les crises récentes et les choix successifs ont-ils mené le Burkina Faso à ce carrefour où chaque choix crucial réclame le feu vert d'un partenaire étranger? L'histoire du Burkina Faso, ex-Haute-Volta, est indissociable de l'ombre portée du colonialisme. Dès l'indépendance, l'armée burkinabé a été modelée, encadrée et équipée sous une tutelle occidentale pesante, principalement française. Des accords militaires signés dans les années 60, des conventions techniques, des formations à l'étranger, tout un système verrouillé s'est mis en place où l'autonomie réelle était une illusion. Cette situation rappelle celle de nombreux autres pays africains, comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, dont les armées ont longtemps dépendu de la France pour le matériel, la logistique et même la doctrine d'engagement. Au fil des décennies, les failles de ce modèle sont devenues béantes. L'armée, sous-équipée, dépourvue de moyens modernes, peinait à affronter des menaces de plus en plus sophistiquées. La chaîne de commandement elle-même semblait amputée. Chaque décision majeure, chaque achat de matériel, chaque déploiement stratégique était suspendu à la validation silencieuse d'acteurs extérieurs. Ce mécanisme a été mis à nu lors de la crise malienne de 2012, où l'intervention française a révélé à quel point les armées nationales étaient dépendantes de l'appui étranger. Cette dépendance a engendré un profond malaise. Sur le terrain, les soldats, souvent mieux informés des blocages que des objectifs stratégiques, affrontaient de pont des groupes armés mobiles, parfois mieux dotés qu'eux-mêmes. L'usure du moral était palpable. Dans les casernes, frustration et colère s'accumulaient en alimentant une instabilité chronique, multipliant les coups de force comme le prouvent les multiples putschs qui ont émaillé l'histoire récente du Burkina Faso. Aux yeux de la population, l'État se fissurait un peu plus chaque jour. Les promesses de protection issues de l'ancien système se transformaient en source d'impuissance et de paralysie. La violence gagnait du terrain, l'autorité centrale vacillait, la confiance collective s'étiolait. Cette désillusion rappelle celle vécue au Nigeria, où l'incapacité de l'État à protéger la population face à Boko Haram a provoqué une profonde crise de confiance. Le constat est tranchant. Sans autonomie sécuritaire authentique, aucune réforme ne peut s'ancrer dans la durée. Tous les efforts pour relancer l'économie, restaurer la dignité nationale ou même stabiliser la vie politique achoppent sur ce mur invisible de dépendance.
C'est ce blocage qui a poussé le Burkina Faso à envisager la rupture avec le statu quo occidental et à chercher une alternative. Pourtant, s'accrocher à l'ancien système, c'était accepter une lente désagrégation de l'État. La dépendance ne protégeait plus. Elle fragilisait chaque rouage, exposant le pays aux ingérences et à une vulnérabilité grandissante, tant face aux menaces intérieures qu'extérieures. L'épisode de la République centrafricaine, où le départ des instructeurs étrangers a laissé un vide sidérant, sert d'avertissement à tous les pays tentés par la rupture sans préparation. Rompre avec ce passé ouvre un vide stratégique inédit. La question brûlante reste entière. Comment combler ce vide sans retomber dans de nouveaux pièges et sans troquer une soumission contre une autre ? L'histoire du Ghana, qui a tenté de diversifier ses alliances après l'indépendance, montre combien ce chemin est semé d'embûches et demande une vigilance extrême pour éviter de tomber dans une nouvelle dépendance. Le choix de rompre avec l'Occident n'est pas anodin. Il s'inscrit dans un contexte où les attentes populaires et les risques sont à leur comble. La suite révèle comment la quête de souveraineté s'incarne dans une alliance inattendue avec la Russie, soulevant de nouveaux dilemmes, mais aussi de nouveaux espoirs. Changer d'allié, ce n'est pas simplement changer de drapeau. Sur le terrain, les conséquences sont immédiates, visibles, parfois brutales. Le Burkina Faso a dénoncé officiellement les anciens accords militaires. En quelques semaines, les militaires français plient de bagages, désertent leur base, laissant derrière eux un vide stratégique. Cette absence impose un compte à rebours. Il faut réinventer la sécurité ou s'exposer au chaos. Sous pression, le pouvoir agit sans délai. Une nouvelle alliance se noue avec la Russie, à marche forcée. Les premiers instructeurs russes atterrissent, du matériel flambant neuf suit, et les formations débutent aussitôt. L'appareil sécuritaire burkinabé s'adapte à toute vitesse. Les regards occidentaux se font plus inquiets, plus distants. Cette dynamique n'est pas sans rappeler l'exemple éthiopien des années 70, où la transition du soutien américain à celui de l'Union soviétique a bouleversé l'équilibre du pays. Ici, la promesse est différente. Il s'agit d'un transfert de compétences, pas d'une tutelle. Les Russes parlent d'égal à égal, sans imposer ouvertement de conditions politiques. Ils assurent que l'armée nationale pourra très vite tenir seule la ligne de front. Cette perspective d'autonomie séduit, nourrit l'espoir d'une libération réelle. Mais l'histoire, notamment en Centrafrique, a montré que la dépendance technique et logistique persiste souvent bien au-delà des discours. Les premiers changements sont tangibles. Les patrouilles se multiplient dans les quartiers sensibles, sur les routes longtemps abandonnées à l'insécurité. Les convois civils bénéficient d'escortes régulières. Les marchés renaissent prudemment. L'armée burkinabé paraît plus présente, plus audacieuse, moins sur la défensive. À Kaya, par exemple, la réouverture du grand marché, sous protection militaire, a été vécue comme un symbole de retour de l'État. Mais ce regain s'accompagne d'une militarisation accrue. Les barrages se multiplient, les contrôles deviennent systématiques, la suspicion s'installe. La peur ne disparaît pas, elle prend un autre visage. Certains applaudissent à la fermeté, d'autres redoutent les abus. Les groupes hostiles, internes ou régionaux, cherchent la moindre faille pour défier le dispositif. Le Mali voisin, qui a lui aussi renforcé ses liens avec Moscou, a connu une montée des tensions communautaires à la suite de la militarisation des espaces civils. Le risque est limpide, échanger une dépendance contre une autre. Derrière la promesse d'égalité, le rapport de force demeure. La moindre faille du nouveau système pourrait rouvrir la porte à l'instabilité, ébranler la légitimité du pouvoir, fragiliser toute la région. L'histoire de l'Angola, longtemps tiraillée entre l'Est et l'Ouest, illustre la difficulté de conserver une autonomie réelle quand l'aide externe devient vitale. Pour le Burkina Faso, l'enjeu est de prouver que l'alliance russe peut produire plus qu'une illusion de souveraineté. Si ce pari échoue, le vide sera plus dangereux encore. La peur et la violence reprendront le dessus, balayant toutes les promesses. La Somalie, après avoir rompu avec ses anciens partenaires, s'est enlisée dans la guerre civile, faute d'avoir bâti des institutions solides. Mais derrière ces évolutions rapides, une question lancinante persiste. La population, elle, ressent-elle réellement la différence ? Un virage stratégique ne s'évalue pas à l'aune des discours, mais dans la durée. Où conduit réellement ce pari pour le Burkina Faso ? Les premiers indices concrets émergent enfin, loin des promesses initiales, visibles dans les replis discrets du terrain. Certains indicateurs clés affichent une progression incontestable. Les effectifs militaires reçoivent des formations intensives, les équipements livrés gagnent en modernité et des territoires jadis perdus font l'objet d'une reconquête méthodique. Sur certaines routes longtemps coupées, la circulation sous escorte reprend, bouleversant le quotidien des habitants.
À Waiguya, les commerçants témoignent d'une reprise timide des échanges grâce à la sécurisation des axes routiers. La comparaison avec la situation antérieure est frappante. Les unités se déploient plus vite, la coordination s'améliore grâce à de nouveaux moyens de communication et d'appui, et la simple présence de matériel neuf agit comme un avertissement. Pourtant, la menace ne disparaît jamais tout à fait. Les attaques diminuent, mais ne cessent pas, et la peur reste tapie dans l'imaginaire collectif. C'est le syndrome du retour de la peur, bien connu en Afghanistan après le retrait des forces occidentales. Pour l'État, c'est une reprise partielle de l'initiative. Les services de public réapparaissent, parfois symboliquement, parfois de façon concrète dans certaines zones. Écoles et centres de santé rouvrent timidement, mais la fragilité de ces avancées demeure tant que la sécurité n'est pas consolidée. L'expérience du Mozambique, avec les zones de pacification, a montré que la reprise des services d'État reste fragile, sans une paix durable. Dans l'armée, le moral se relève. Les soldats acquièrent de nouveaux savoir-faire tactiques, se forment sur le terrain et sentent que leur rôle évolue, acteurs et non plus supplétifs. Mais cette dynamique nourrit aussi de nouvelles attentes. Chaque succès fait espérer une normalisation. Chaque revers réveille les anciens doutes. En Irak, après 2003, les succès initiaux de l'armée nationale ont parfois masqué une fragilité profonde. Du côté de la population, la vie reprend peu à peu. Les marchés retrouvent une partie de leur animation d'antan, des fêtes collectives réémergent et l'espoir d'un retour à la normalité s'accroît. Mais ce regain demeure fragile. La routine renaît à peine, toujours sous la menace d'une rechute de la violence. Sur les réseaux sociaux, on constate un regain de patriotisme, mais aussi une vigilance accrue envers les promesses gouvernementales. Face à cette situation, 3 scénarios se dessinent. Premier scénario, une stabilisation lente mais continue, où la reconquête sécuritaire s'accompagne d'un renforcement progressif des institutions. C'est le scénario rêvé, celui qu'a connu le Rwanda après 1994 grâce à une reconstruction méthodique de l'appareil d'État. Deuxième scénario, une consolidation accélérée, si l'élan actuel se confirme et que l'État transforme l'essai en résultats palpables et durables. Ce fut le cas du Vietnam après la réunification, où l'armée populaire a su s'approprier les apports extérieurs pour bâtir une autonomie réelle. Troisième scénario, le plus redouté, une rechute brutale en cas de crise majeure ou de revers militaire qui balayerait les espoirs récents. Le Soudan du Sud, après l'indépendance, offre l'exemple d'un effondrement rapide, faute d'institutions résilientes. L'enjeu central réside dans la capacité à convertir l'assistance extérieure, formation, équipement, conseil, en compétences locales et institutions solides. Seule cette intégration permettra de passer d'une souveraineté de façade à une autonomie réelle. L'histoire du Botswana, qui a su bâtir une administration autonome malgré l'aide extérieure, prouve que cette transformation est possible, mais exigeante. La fragilité du processus est immense. Chaque échec ronge la légitimité du pouvoir. Chaque avancée suscite de nouvelles exigences et la moindre rechute peut tout faire basculer. Le pari se joue, jour après jour, dans cette tension entre progrès visible et risques persistants. La Côte d'Ivoire, après la crise de 2010, a connu des phases d'avancée et de recul, illustrant cette incertitude permanente. Mais au-delà des constats immédiats, c'est la transformation de l'État et de l'armée qui décidera du véritable tournant du pays. Cette transformation doit passer par plusieurs étapes concrètes et vérifiables pour éviter la reproduction des erreurs du passé. Construire une autonomie véritable ne relève pas du slogan creux. Il s'agit de déjouer les pièges qui guettent chaque rêve d'émancipation. Comment éviter que la quête de souveraineté ne dissimule, en réalité, l'installation de nouvelles dépendances sournoises? Première balise indispensable, la transparence. Sans mécanisme limpide de contrôle citoyen, chaque étape du partenariat risque de sombrer dans l'opacité. Or, là où l'on ne rend pas de compte, la dérive menace et l'initiative peut aisément être confisquée par une minorité d'initiés. L'exemple du Ghana, qui a mis en place des commissions parlementaires de contrôle sur les accords militaires, prouve que la vigilance institutionnelle est un pilier de l'autonomie. Mais la transparence ne suffit pas. L'autonomie exige un transfert massif et diffus de compétences. Il ne s'agit pas de former une poignée d'officiers ou de techniciens à l'étranger, mais de bâtir une expertise locale, enracinée dans toutes les régions du pays. Lorsque le savoir irrigue l'ensemble du tissu social, aucune province ne peut être prise en otage par une élite ou par la centralisation du savoir. L'expérience du Brésil dans les années 80, qui a massivement formé des ingénieurs locaux plutôt que de dépendre de consultants étrangers,
est ici éclairante. Diversifier les alliances reste crucial. Aucune coopération, même la plus solide, ne doit se transformer en verrou stratégique. Il faut multiplier les canaux, dialoguer avec d'autres partenaires régionaux, expérimenter d'autres formes de soutien, investir à la fois dans les réseaux civils et militaires, car la souveraineté ne doit jamais devenir un mirage entretenu par une nouvelle exclusivité. L'Afrique du Sud post-apartheid a su jongler avec de nombreux partenaires pour éviter toute dépendance unique. Un autre garde-fou, l'ancrage civil du projet sécuritaire. L'armée doit demeurer un instrument au service de la société, non une fin en soi. Si les logiques militaires l'emportent sur la gouvernance civile, il existe un risque réel de voir émerger une nouvelle caste, coupée du terrain, tentée par la captation du pouvoir. Le Chili, après la dictature, a réformé sa constitution pour limiter l'influence militaire sur la vie politique. La souveraineté, la vraie, ne se mesure pas aux effets d'annonce ou aux démonstrations médiatiques. Elle se construit patiemment par la consolidation progressive des avancées, même modestes. C'est la régularité de l'effort, l'adaptation aux imprévus, la résilience face aux revers qui forgent une autonomie durable. Les résultats spectaculaires séduisent, mais seule la rigueur invisible, la cohérence et la patience font la différence sur le temps long. L'exemple du Japon, qui a reconstruit ses institutions après la Seconde Guerre mondiale par une accumulation de petites réformes, doit inspirer. Sans ces garde-fous, l'alliance pourrait vite se muer en tutelle déguisée. La souveraineté vidée de substance ne serait plus qu'un mot creux. Pour conjurer ce risque, la vigilance collective, l'implication locale et le refus des solutions faciles restent les ultimes remparts contre la rechute dans la dépendance et l'instabilité. Les initiatives citoyennes, comme les comités de quartier à Ouagadougou qui surveillent la gestion des fonds de sécurité, sont des exemples de cette implication nécessaire. Mais même en posant ces garde-fous, un autre défi demeure. Comment mesurer concrètement les premiers signes d'une autonomie réelle ? Il existe des indicateurs tangibles comme la capacité des forces nationales à organiser seules des opérations complexes, la résilience des institutions face aux chocs ou la diversification des partenaires économiques et sécuritaires. L'indépendance ne se décrète pas, elle s'apprend et se bâtit pas à pas. Aujourd'hui, au Burkina Faso, l'autonomie n'a jamais été aussi radicale, aussi périlleuse, aussi scrutée par tout un continent en quête d'alternatives. Ce tournant n'est pas un simple basculement d'alliance, c'est une tentative de réécrire le rapport à la souveraineté, de transformer une vulnérabilité chronique en force fondatrice. Les débats à l'Assemblée nationale, les initiatives de la société civile, les reportages de terrain témoignent de cette volonté de bâtir une autonomie solide. Ce pari burkinabé va bien au-delà d'une stratégie sécuritaire ou d'un changement de partenaire. Il s'agit d'un pari existentiel, retrouver la main sur son avenir, faire de chaque progrès local un modèle exportable, de chaque revers un signal d'alerte pour tous. Les expérimentations à Ouagadougou, à Kaya ou ailleurs résonnent désormais comme des tests grandeur nature, dont les leçons traversent les frontières. Le Nigeria, le Niger ou le Tchad observent de près ces évolutions, cherchant à s'en inspirer ou à en tirer des avertissements. L'enjeu dépasse la fermeture d'une base étrangère ou l'arrivée d'un nouvel allié. Ce qui se joue, inventer une méthode, ancrer les compétences, diffuser l'expertise, faire ressentir à chaque citoyen, chaque soldat, chaque village, que la sécurité peut jaillir du cœur du pays. La rupture réelle se jauge à la capacité à anticiper, à ne plus subir, à créer une puissance qui ne soit plus empruntée. La Mauritanie, qui a su construire sa propre doctrine de sécurité après une série d'attentats, prouve que cette ambition n'est pas hors de portée. Mais cette quête d'autonomie reste fragile, exposée à tous les vents contraires. Rien n'est acquis. Chaque avancée peut s'effacer sous la pression d'une crise, chaque progrès réveiller de nouvelles résistances, internes ou extérieures. Aujourd'hui, le Burkina Faso joue non seulement sa crédibilité, mais aussi l'idée même qu'un État, dit faible, puisse briser la spirale de la dépendance. Les échecs ou les réussites de ce pays seront observés et commentés dans tout le Sahel, et même au-delà. C'est pourquoi ce moment résonne à la fois comme un avertissement et une promesse. Si l'expérience aboutit, elle deviendra une référence pour d'autres nations, une preuve que la souveraineté se conquiert, bloc après bloc, à la force du risque et de la persévérance. Si elle échoue, elle fortifiera le discours de ceux qui voient l'impuissance ou la fatalité comme seules issues pour les États fragiles. L'histoire du Vietnam, qui a su surmonter des décennies de guerre et d'ingérence, rappelle que la persévérance peut triompher des fatalismes. L'histoire n'offre jamais de certitude, mais elle ouvre des bifurcations. Pour le Burkina Faso, la voie autonome vient à peine de s'amorcer.
Reste la question brûlante. Cette alliance russe sera-t-elle un levier de reconstruction ou simplement une illusion supplémentaire? Tout dépendra de la capacité à transformer l'aide en puissance propre, à bâtir une sécurité enracinée, non imposée. Les prochains mois seront décisifs. Chaque avancée, chaque recul sera scruté, analysé, interprété. Voilà ce qui se joue dans ce pari. Le défi engage tout un peuple et inspire ailleurs tous ceux qui cherchent les clés d'une liberté concrète. Car l'enjeu dépasse le Burkina Faso. Il interroge l'universel. Peut-on, au XXIe siècle, arracher la souveraineté à la force du réel? Et comment? Chaque jour, ce laboratoire burkinabé écrit une page qui sera lue bien au-delà du Sahel.